Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 24 février. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. La Côte d'Ivoire participe au Salon international de l'agriculture ouvert ce samedi 23 février à Paris, en France. Le salon enregistre, comme tous les ans, une participation ivoirienne. 2 stands des ministères des Ressources animales et halieutiques et de l'Agriculture permettront de montrer le savoir-faire de la Côte d'Ivoire. Les délais d'obtention du certificat foncier passent de 3 mois à 1 mois. Les experts de sécurisation foncière ont harmonisé les dispositions législatives et réglementaires après 72 heures de travaux. Un seul opérateur engage le processus du début à la fin. Mais comment en est-on arrivé là? Quelle a été la démarche? Élément de réponse tout à l'heure. Nous irons au Burkina Faso où se tient le FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le clap d'ouverture a eu lieu hier samedi. Cette 26e édition marque les 50 ans du FESPACO. La Côte d'Ivoire est présente dans la capitale burkinabé avec 12 productions cinématographiques. Plus de 6 millions de Sénégalais étaient aux urnes ce dimanche pour élire leur président de la République. Les bureaux de vote ont fermé et l'heure est au dépouillement. 5 candidats dont le président sortant, Macky Sall, sont en lice. Nous verrons le déroulement du vote avec notre envoyé spécial au Sénégal. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par Niamey au Niger qui va abriter lundi et mardi une série de rencontres sur le climat. C'est la première conférence des chefs de la commission climat pour la région du Sahel et une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan d'investissement climat. Le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly prend part à la rencontre et notre envoyé spécial est sur place. Bonsoir Alexis Ouedraogo. Alors dites-nous quels sont les enjeux de cette réunion. Bonsoir Marie-Lande Goran, nous sommes présentement à Niamey, ici au Niger, où s'ouvre demain la toute première rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la zone du Sahel. 14 pays ont confirmé leur participation, au nombre desquels la Côte d'Ivoire, avec en tête de délégation le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Objectif de ce rendez-vous, mutualiser forces et efforts en vue de lutter efficacement contre le dérèglement climatique sur le continent. Les chiffres sont alarmants. Depuis 1960, environ 90% de la superficie du lac Tchad a été perdue. Plus près de nous en Côte d'Ivoire, la ville de Bouaké a connu le premier trimestre 2018 l'une des pénuries d'eau les plus terribles de son histoire. L'heure est donc à mutualiser les forces et à trouver des solutions pérennes et concrètes pour préserver les ressources naturelles, mais surtout garantir le bien-être des populations. Et parce que ce type d'initiative nécessite énormément de financement, une table ronde des bailleurs de fonds se tiendra ici même à Niamey pour soutenir le financement pour le climat. Merci Alexis Ouedraogo pour tous ces éclairages. Alexis, que vous retrouverez dans nos prochains journaux pour d'autres informations. La Côte d'Ivoire est aussi présente au Salon international de l'agriculture ouvert ce samedi 23 février à Paris, en France. Le salon enregistre, comme tous les ans, une participation ivoirienne. 2 stands des ministères des Ressources animales et halieutiques de l'agriculture permettront de montrer le savoir-faire ivoirien dans ces domaines. Hugues Blé est notre envoyé spécial à Paris. Salon international de l'agriculture sous un temps clément, s'est ouvert ce grand rassemblement des acteurs du monde agricole de France et de nombreux autres pays à travers le monde. Au nombre des participants à ce grand rendez-vous international, les représentants des ministères des Ressources animales et halieutiques et de celui de l'agriculture. Les stars du stand du Mira, ce sont certainement eux, les escargots, objet de toutes les curiosités des premiers visiteurs du salon. À découvrir également aux côtés des escargots, des mâchoirons et des silures. 10 jours de découverte des richesses des ressources animales et halieutiques, mais aussi des produits de l'agriculture ivoirienne, 2 stands pour les apprécier au pavillon 05. C'est d'ailleurs ici que va se dérouler jeudi la journée ivoirienne, avec au programme différentes conférences, des animations culturelles et la dégustation de produits de la Côte d'Ivoire. Tout au long du salon sont prévues des rencontres B2B, différentes séances de travail, des panels avec à la clé de bonnes nouvelles pour les ressources animales et l'agriculture ivoirienne. Le tout avec le soutien et la présence bien souvent du ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua,
et du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobina Kwasi Adjoumani, à la tête d'une forte délégation au parc des expositions Porte de Versailles à Paris. Ici en Côte d'Ivoire, la nouvelle est officialisée. Les délais d'obtention du certificat foncier passent de 3 mois à 1 mois désormais. Les experts de sécurisation foncière ont harmonisé les dispositions législatives et réglementaires après 72 heures de travaux. Un seul opérateur engage le processus du début à la fin, ce qui implique une responsabilité unique. Mais comment en est-on arrivé là? Quel a été le processus? Élément de réponse avec Noël Niagno. Ce processus est passé au travers du tamis des petits ateliers. Nous pensons que ce processus-là permet aujourd'hui de clore le chapitre d'élaboration de ces tests-là pour les mettre en concordance avec la rapidité, la célérité, la confiance et, je dirais, l'efficacité. Vous avez dit rapidité, célérité, confiance, efficacité. Le Sésama, l'établissement de certificat foncier, est désormais trouvé. Cela à l'issue des 72 heures d'intenses travaux d'experts du foncier rural. Et je suis heureux que les participants aient été rigoureux, présents jusqu'à des heures tardives dans la nuit pour plancher sur ce dossier. Son nom, la réduction sensible des délais d'obtention du certificat foncier. Une exigence soulignée à l'ouverture de la rencontre par le représentant de la primature. Et pour cause. Si les composantes de réduction du coût de délivrance des certificats fonciers et de délai de ce certificat foncier venaient à être améliorées, cela placerait cet indicateur à un niveau tout à fait remarquable et devrait donc nous permettre d'avoir à l'horizon 2020 les résultats qui sont attendus. Message bien perçu, le Sésame est là. Les nouveaux textes aujourd'hui vraiment prennent en compte le besoin non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'aller beaucoup plus vite et de gagner donc du temps pour l'obtention de certificats fonciers. Une avancée significative, certes, dans le processus d'obtention du certificat foncier. Mais attention. Désormais, c'est l'AFOR qui conduit toute la politique de sécurisation du foncier rural. Cette opération-là nécessite de confier la politique de sécurisation, c'est-à-dire la délimitation des territoires de village et la certification des parcelles à un opérateur foncier qui va dérouler toute la politique et qui est responsable devant l'autorité, c'est-à-dire devant l'AFOR. Une mise en garde qui vaut son pesant d'or devant les enjeux du foncier rural. Le foncier est au cœur du développement de notre secteur agricole. Pour rappel, ce sont 23 millions d'hectares qui doivent être sécurisés d'ici à 2023. On comprend toute la pertinence de la réduction sensible des délais, parce que 2023, c'est dans seulement 4 ans. Le Conseil régional du Cavali s'active aussi pour le développement de la région. Le Conseil présidé par Anne-Désirée Ouloto a tenu sa première session ordinaire à Djiglo. Au menu de la rencontre, a mis en place des stratégies pour le rayonnement de la région du Cavali et surtout invité l'ensemble des conseillers régionaux au travail pour booster le développement. Abou Sanogo. C'est la première session ordinaire au titre de l'année 2019 du Conseil régional du Cavali à la salle Alassane Ouattara de Djiglo, présidée par Anne-Désirée Ouloto, présidente du Conseil régional du Cavali. Ils étaient au total 38 conseils régionaux sur 41, parmi lesquels les membres du bureau du Conseil réunis afin de jeter les bases d'un Cavali nouveau. L'une des priorités de la présidente du Conseil régional du Cavali, dès son élection à la tête de cet instrument de développement local, est de permettre à ses collaborateurs de travailler dans des conditions optimales de rendement. Cette session constitue donc pour elle le coup d'envoi de ses missions dans la région du Cavali. Nous avons eu l'occasion donc de passer un peu en revue les activités déjà menées, mais surtout d'échanger sur notre vision. Notre vision à travailler au rayonnement du Cavali, notre vision à être proche des populations et à tout mettre en œuvre pour développer des projets qui vont consolider la paix et des projets donc qui vont booster le développement de la région. Ce que nous souhaitons, c'est travailler uniquement dans l'intérêt général, travailler pour les populations, travailler pour la paix et pour le développement. Pour le préfet des régions,
préfet du département de Guiglo. Il s'est agi d'une session de cadrage qui permet de savoir comment le conseil régional sera dirigé. Il s'est par ailleurs réjoui de l'engagement de la nouvelle équipe régionale dirigée par Anne-Désirée Ouloto. Cela nous permet de penser que le conseil sera dirigé avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de responsabilités, parce que Madame la ministre a l'expérience de la gestion des structures importantes. Cette session de cadrage a été suivie d'un séminaire de formation à l'intention des conseils régionaux et des administratifs. Durant 2 jours, ils ont été instruits par le secrétariat national au renforcement des capacités sur les rudiments de la bonne gouvernance. Nous prenons la direction de Katiola, chef-lieu de la région du Hambol, qui prend aussi un nouveau rendez-vous avec le développement. La cité de la poterie, qui a déjà fière allure, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. L'heure de la cohésion et pour le développement de Katiola a sonné, selon les cadres. Ils appellent à un rassemblement autour de la nouvelle équipe municipale. Kader Sogodogo. Place à des grands événements de Katiola. Les peuples Taguana et Mangoro, avec eux, leurs alliés sont sortis massivement pour exprimer leur soif d'aller de l'avant, leur volonté et leur désir ardent de voir Katiola poursuivre son développement. Il faut le dire sans risque de se tromper. Les retombées de l'ère Alassane Ouattara sont perceptibles. Bitume neuf, routes reprofilées, santé, sécurité, éducation, eau potable et électricité. Des acquis qui riment bien avec les 5 années de Camara Thomas à la tête de la commune. Quitus lui a d'ailleurs été donné pour continuer. Je vous ai écouté et je vous ai entendu. Les attentes sont nombreuses. Nous devons imaginer ensemble un nouveau modèle financier pour faire face à nos besoins. Pour continuer sur le chemin du dynamisme amorcé dès notre premier mandat, pour gérer avec efficacité le Katiola d'aujourd'hui et pour imaginer ensemble le Katiola de demain. J'ai besoin de votre soutien, de vos prières. Jeunes femmes et cadres apprécient les saveurs de la métamorphose de Katiola. Grâce à ce monsieur le maire, nous avons commencé à trouver des stages écoles à certains jeunes dans les entreprises. Et nous avons commencé aussi à financer des projets jeunes. Et grâce à ces projets jeunes-là, nos jeunes de maintenant ont pu commencer à être responsables. Ils se suffisent et ils ont pu laisser quelques vices qu'ils menaient dans la vie. La première dame Dominique Ouattara nous a donné des fonds, 30 millions pour les femmes de Katiola. Nos mamans arrivent à scolariser leurs enfants. Nos mamans arrivent à compléter la popote pour faire manger leurs enfants. Nos mamans arrivent à soigner leurs enfants. La cohésion, l'entente, l'union entre tous les cadres, fils et filles de Katiola. Le Katiola nouveau est présent, il est là. Le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, cadre de la grande région du Hambol, s'associe pleinement au concept Katiola nouveau. Ma présence a une autre signification. Elle veut dire Thomas Camara, tiens bon, continue, on sait que tu peux. Et que dans les 5 ans à venir, nous aurons une transformation radicale de cette région du Hambol. La cité de la poterie est donc en route pour son développement. Katiola compte le faire avec tous ses enfants et tous ceux qui se sont liés d'amitié avec elle. Je vous conduis à présent sur la scène politique, également occupée par la plateforme des jeunes cadres du PDCI. La plateforme exprime son soutien aux actions du chef de l'État. Le mouvement prône l'unité et la cohésion autour du RHDP. Les principaux leaders de cette plateforme ont organisé une rencontre au Palais de la Culture ici à Abidjan pour véhiculer des messages de paix et de cohésion. Serge Kolia. La plateforme des jeunes cadres du PDCI RDA pour le RHDP se présente comme une organisation au service du RHDP. Sa mission, consolider les actions de paix et de rassemblement prônées par le président Alassane Ouattara. Le vrai oufouettisme, c'est celui qui tend la main à tous ses frères. Il ne fait que tendre la main, il n'arrête pas de tendre la main pour nous la paix et la réconciliation depuis 2011. C'est pour cette raison que nous nous sommes réunis et accompagnés. Sa mission, amplifier un peu sur le terrain pour que les gens comprennent. Les membres fondateurs du mouvement PDCI Renaissance apportent leur soutien à cette plateforme. Vous savez, le président de PDCI Renaissance, c'est
un des fidèles parmi les fidèles du chef de l'État, le vice-président Captain Duncan, qui nous dit toujours que nous n'avons pour ambition que d'accompagner le président de la République. Être à l'intérieur du RHDP pour gagner le cœur des Ivoiriens et pour apporter à la Côte d'Ivoire cette plus-value que nous apportons depuis que le président de la République, M. Alassane Ouattara, est au pouvoir. Aux côtés du mouvement PDCI Renaissance, la plateforme des jeunes cadres du PDCI RDA entend également contribuer au raffermissement des liens entre les populations vivant en Côte d'Ivoire. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a prononcé une conférence de presse hier samedi à sa résidence de Cocody. Face aux journalistes, il a passé en revue l'actualité nationale et internationale. Le président du FPI appelle les cadres de son parti à l'union. Ahmed Traoré et Franck Kouadio pour le reportage. 1h15, c'est le temps qu'a duré la conférence de presse qu'a animé Pascal Affi-N'Guessan. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, le président du Front populaire ivoirien a fait un tour d'horizon de l'actualité politique internationale puis nationale. Selon le conférencier, même à l'opposition, son parti peut contribuer à la cohésion sociale. Pour lui, le FPI, Front populaire ivoirien, se porte très bien. Il estime qu'il se rapproche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Je maintiens le principe de rendre visite au président Gbagbo parce que c'est un devoir de solidarité. Nous appartenons au même parti, c'est notre leader. Nous avons mené jusqu'en 2010, jusqu'à son arrestation, de grands combats qui ont été ponctués de victoires, mais aussi de moments de souffrance. Et lorsque un tel compagnon se retrouve en difficulté, le premier devoir de tous les camarades, c'est la solidarité. Au cours de ce rendez-vous avec les acteurs des médias, Pascal Affi-N'Guessan est revenu sur le problème de la CEI, Commission électorale indépendante, qui pour lui doit être profondément recomposée. On parle de CEI comme concept, mais en fait ce que nous demandons, c'est la réforme globale du cadre juridique et institutionnel des élections. Donc il y a la CEI dedans, il faut une nouvelle CEI, équilibrée, véritablement indépendante, mais il faut aussi un nouveau code électoral, puisque les règles qui régissent l'organisation des élections aussi doivent changer. Il faut un nouveau découpage électoral, il faut une nouvelle liste électorale qui intègre tous les Ivoiriens en âge de voter. Il faut la réforme du Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel est un maillon important du processus électoral. Les élus, cadres et militants du FPI venus soutenir leur président ont profité de l'occasion pour l'exhorter à tout mettre en œuvre pour la reconquête du pouvoir d'État. Loin de la scène politique, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier s'active pour permettre aux usagers de rallier une localité à une autre sans difficulté sur des voies bien entretenues. Mais la tâche n'est pas toujours aisée avec ces dépôts de ciment qui dégradent les routes. Et bien pour remédier à la situation, le ministre Amédée Kouakou a initié une rencontre avec les entreprises de ciment pour les interpeller. Le reportage de Francis Poifou. Pour faciliter la mobilité des populations et les échanges commerciaux, le gouvernement a réhabilité et bitumé plusieurs voies sur l'ensemble du territoire national. Plus de 1100 milliards de francs CFA d'investissement de 2011 à 2017. Des efforts qui devraient être encouragés dans le cadre de l'investissement privé. Hélas, certains opérateurs économiques du secteur du ciment rament à contre-courant. Des camions déversent au quotidien du béton préfabriqué sur les voies. Le constat dans le district d'Abidjan. Du béton prêt à l'emploi sur certaines artères de la capitale économique. Cela suscite des réactions. Quand on va sur la voie, c'est pas beau à voir. C'est pas du tout beau à voir. Bon, ce qui nous fatigue, c'est les boules de ciment où on fait des éclaboussures de pneus. Souvent, avec les dégradations, voulant virer, dribbler le trou, ça nous crée souvent des accidents. C'est anormal et il faut mettre fin à l'incivisme sur les routes, s'exclame le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à cette rencontre à laquelle participent l'ensemble des opérateurs du ciment. D'importantes décisions sont prises. L'ensemble des opérateurs
Nous les avons rencontrés tous, ils ont reconnu qu'ils sont en faute. L'Ageroute va faire les évaluations de l'ensemble des dégâts qui ont été causés. Le préfet va les rencontrer avec Madame Lagité pour voir quels sont les travaux qui peuvent être faits. Le ministre Amédée Kofi Kwaku plaide pour le renforcement de la législation concernant la surveillance des voies. Au niveau des ministères, au niveau même du préfet des forces de l'ordre, nous ne pouvons pas être partout à la fois. Les Ivoiriens qui passent sur les routes, chaque fois qu'ils vont voir une société en train de déverser du béton, qu'ils fassent des photos, qu'ils nous saisissent, de sorte que nous puissions mettre en branle tout le système répressif de l'État pour que ces sociétés-là puissent donc réparer les torts qui ont été commis. Au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, on annonce également des mesures contre la dégradation des voies dues à l'installation des câbles souterrains. Le secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Moussa Sanogo s'est prononcé sur le budget citoyen. C'est un système qui sera adopté en Côte d'Ivoire dès la fin du premier trimestre 2019. Mais qu'est-ce que c'est que le budget citoyen? Voyons un extrait de leur entretien pour nous faire une idée. Le budget citoyen, c'est un document qui permet à monsieur tout le monde de lire de façon très simple le budget, de savoir quelles sont les sources de financement du budget de l'État et aussi de savoir comment est-ce que l'État utilise ses ressources pour la dépense publique, la construction de routes, des écoles, le paiement des salaires et toutes les dépenses de l'État. Savoir un peu, en gros, comment est-ce que le document qui est adopté en son nom, comment est-ce que les ressources sont levées et utilisées en son nom. Et qu'est-ce qui a conduit le gouvernement à adopter un tel système? Alors, c'est d'abord la volonté d'améliorer la transparence. La transparence budgétaire exige quand même que les citoyens sachent un peu ce que les différentes autorités utilisent, la façon dont elles utilisent les ressources. Mais c'est également aussi la volonté d'être en ligne avec les normes internationales, parce que dans des pays un peu plus avancés économiquement que nous, ce type de document existe et il importait quand même que nous puissions nous aussi être en ligne avec ces différents États-là. Dans le secteur de l'éducation, les enseignants réunis au sein de la coordination des enseignants pour la sauvegarde de l'école veulent reprendre les cours dès demain lundi 25 février. Ils ont eu une rencontre avec le député Bema Fofana à Boaké. L'initiative est saluée sur place, comme nous le rapportent Boubacar Silla et Kader Sokodogo. La coordination des enseignants pour la sauvegarde de l'école prête à reprendre les cours ce lundi 25 février 2019. Cette coordination réunissant les enseignants du primaire et du secondaire à travers une déclaration exprime sa volonté de mettre fin à cette grève qui n'a que trop duré. Nous, les enseignants réunis au sein de la coordination des enseignants pour la sauvegarde de l'école de Boaké, appelons à une plus grande implication de l'autorité administrative dans la sécurisation des établissements et administrations scolaires. Appelons également les autorités coutumières et religieuses ainsi que toute la société civile à s'impliquer davantage pour la reprise effective des cours dans le Gbeke. Invitons les syndicats à suspendre le mot d'ordre de grève pour donner plus de chance aux négociations. Invitons tous les enseignants à l'apaisement et à la reprise des cours dès le lundi 25 février 2019 à 7 h. Pour les dispositions sécuritaires, les autorités administratives et municipales rassurent les enseignants. Elles ont également appelé les enseignants grévistes au sens de la responsabilité et du dialogue, tout en rappelant les grands sacrifices consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour prendre en compte leurs revendications. Ils avaient besoin de plus de sécurité. Nous sommes venus leur dire que dorénavant, la commune de Boaké sera à leur côté pour permettre que les perturbateurs n'arrivent plus à aller les perturber. Depuis plusieurs semaines, le secteur éducation-formation est paralysé par un arrêt de travail. Les enseignants revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et espérons que les choses rentreront dans l'ordre. Nous partons pour San Pedro qui vient de lancer son festival. Le coup d'envoi a été donné par l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile au nom du vice-président Daniel Kablon-Duncan. Le festival de San Pedro qui démarre va promouvoir le riche patrimoine culturel et touristique de la cité balnéaire et portuaire. Le reportage de Sam Kona. L'inspecteur d'État Théophile Awandoli posant la première pierre de la future statue de Saint-Pierre qui va être érigée dans 6 mois sur cette colline.
San Pedro qui signifie en effet Saint-Pierre en français, est le nom donné par Soeri Costa, le premier explorateur portugais qui a foulé le sol de la région un 22 février, jour de la commémoration de la chaire de Saint-Pierre. C'était à l'occasion du lancement de la première édition du Festival de San Pedro, initié par la municipalité. Qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance à notre maman, Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, pour la prise en charge de la stèle. L'objectif de l'institution de ce festival est de faire de la destination San Pedro la plus prisée du pays, à travers non seulement la promotion du riche patrimoine naturel, culturel, touristique, avec ses belles plages, mais aussi présenter ses potentialités économiques avec son premier port exportateur de cacao au monde. L'inspecteur d'État représentant le vice-président Daniel Kablan-Denkan a salué cette initiative qui s'inscrit selon lui dans la vision de feu Félix Houphouët-Boigny et du président Alassane Ouattara. La ville doit assurément son développement à la vision clairvoyante du président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, San Pedro est devenu, sous la haute égide du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, héritier et digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny, le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que la paix procède du développement. Je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un vibrant appel à la tolérance, au bon ton, à la cohésion, à la réconciliation, à l'unité nationale, au-delà des divergences sociales, sociologiques, politiques, culturelles et religieuses. Un festival qui sera marqué également pendant 3 jours par des défilés en tenue traditionnelle de toutes les communautés vivant à San Pedro, de la gastronomie avec des fruits de mer et des visites de sites touristiques. Hors de la Côte d'Ivoire, la capitale burkinabé vibre au rythme du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le clap d'ouverture a eu lieu ce samedi 23 février. Cette 26e édition marque les 50 années du FESPACO, événement culturel africain de référence. La Côte d'Ivoire est présente à Ouagadougou avec 12 productions cinématographiques. Il s'agit de vote au Sénégal. Plus de 6 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour élire le président de la République. Les bureaux de vote ont fermé. L'heure est au dépouillement. 5 candidats dont le président sortant Macky Sall brigue la magistrature suprême. Notez, voyons l'ambiance du scrutin avec notre envoyé spécial, Sidonie Davila. Journée de vote dans la discipline avec une affluence remarquable des Sénégalais dans les centres de vote. Les 5 rivaux ont pu glisser leur bulletin dans l'urne dans la matinée. Ils ont tous voté dans leurs différentes régions. Dans l'ensemble, les opérations de vote se sont relativement bien déroulées sur l'ensemble du territoire. Reste le taux de participation, un élément déterminant pour la suite du processus électoral. Au moment de la fermeture des bureaux de vote à 18 h, ce taux est à plus de 50%. Après une journée de vote sans heure, les opérations de vote ont effectivement fermé à 18 h, laissant la place au dépouillement, comme vous pouvez le constater juste derrière moi. Une opération de décompte qui se fait sous le regard des observateurs nationaux et internationaux, des représentants de la commission électorale et des représentants de candidats. Les Sénégalais viennent donc de choisir pour les 5 années à venir qui va diriger le pays. Les résultats provisoires devraient être donnés dans les 48 heures. Voilà, et c'était Sidonie Davila, notre envoyé spécial au Sénégal. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité cette semaine dans le monde avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. À Goma, dans la province congolaise du Nord Kivu, des hommes munis d'armes à feu ont tué 8 personnes dans 3 quartiers de la ville. Les habitants lassés des violences reprochent aux autorités d'être intervenus trop tard. Pour la société civile du Nord Kivu, c'est au niveau national qu'il faut se mobiliser contre l'insécurité dans la zone.
Plus de 700 personnes luttaient contre une cinquantaine d'incendies, dont certains seraient d'origine criminelle dans le nord de l'Espagne. Au cours de la journée ont été recensées 760 personnes des différentes administrations travaillant à leur extinction. Depuis que les premiers feux se sont déclarés dans cette région montagneuse du nord du pays, aucun dommage humain n'est à déplorer et la majorité des incendies ont lieu dans des zones inaccessibles. Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête pour entrave à la manifestation de la vérité dans le cadre des différentes enquêtes visant l'ancien collaborateur du président français Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, déjà poursuivi pour violence. Cette enquête préliminaire, ouverte le 15 février, vise à déterminer s'il y a pu y avoir des dissimulations de preuves. Elle concerne notamment les enregistrements de conversations avec son ami Vincent Kras, dans lesquels ils évoquent des messages effacés de leur téléphone. Le préfet du département du littoral Modeste Toboula et le ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli ont été limogés par le chef de l'État Patrice Talon. Interpellé et gardé à vue, ce préfet a été entendu par la brigade économique et financière dans le cadre d'une affaire de bradage de domaine public et poursuivi pour abus d'autorité, faux en écriture publique. Le ministre de la décentralisation, quant à lui, aurait donné des instructions au préfet pour la cession du domaine public. Au Venezuela, les tensions persistent autour de l'accès à l'aide humanitaire. Juan Guaidó, la figure de proue de l'opposition, reconnu comme chef d'État légitime par une partie de la communauté internationale, avait fixé la date du 23 février pour l'entrée en territoire vénézuélien de l'aide humanitaire. Or, à 24 heures de l'échéance, aucune solution négociée n'est en vue. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a en effet annoncé sa décision de fermer totalement la frontière avec le Brésil jusqu'à nouvel ordre. Au Nigeria, 84 millions d'électeurs étaient appelés ce 23 février aux urnes pour élire leur président. Aussi les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Au total, 72 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. Mais la véritable bataille se joue entre les candidats des deux principaux partis, le président sortant, Muhammadu Buhari, et Atiku Abubakar, candidat du parti d'opposition. Les Cubains sont appelés à s'exprimer sur une nouvelle constitution qui, si elle est approuvée, reconnaîtrait l'économie de marché, la propriété privée et les investissements étrangers, sans renoncer à l'objectif d'une société communiste. Parmi ceux qui refusent le test proposé, Ildebrando Chaviano, opposant et candidat malheureux au municipal de 2015, ou le dissident Manuel Cuesta Moria. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt.